On me demande de faire une synthèse et je dois aussi faire une synthèse en fin de journée, donc c'est vrai que ça fait un moment que j'hésite. Pour moi, toutes ces présentations, je vois comment elles s'appuient les unes sur les autres. Pour moi, c'est un ensemble cohérent. Je vois des choses qui sont liées. Je vois comment on se passe la parole, comment on se passe des arguments. Ce que je sais aussi, c'est que pas tout le monde a cette vision-là, qu'on peut voir les choses comme étant fragmentées, cloisonnées, est un des mots qui est apparu. Donc avant qu'on prenne les questions, je voulais juste partager un petit détail qui montre la difficulté que c'est pour nous d'être pleinement dans ce renouvellement des pratiques d'évaluation. Rémi Bachelet vous a parlé de sa formation. Il a beaucoup insisté sur la modalité de l'évaluation par les pairs. Donc, les étudiants participent à l'évaluation. Vous l'avez peut-être relevé, des étudiants de l'Université de Strasbourg ont suivi cette formation qui vient de se terminer et donc ont été impliqués dans cette évaluation par pairs. Il se trouve que ces étudiants sont aussi mes étudiants. Il y a 10 jours, je leur ai dit pour l'évaluation du cours qu'ils ont avec moi en pédagogie universitaire. Et donc, et je ne savais pas du tout que c'était le point fort. Je savais qu'ils suivaient le MOOC de Rémi Bachelet, mais voilà. Et quand j'en ai parlé avec eux, on a pris une demi-journée pour parler de ça. Ils m'ont dit, on n'a jamais fait d'évaluation par les pairs. Et donc, ce qui est assez surprenant, donc j'ai vérifié tout à l'heure, je dis, mais attends, ils sont... Oui. Mais ce qui montre, c'est effectivement, nos étudiants, ils ont tellement l'habitude de satisfaire aux conditions de l'enseignant, ils ont une vision parfois tellement fragmentée, qu'ils ont de la difficulté à voir que finalement nous travaillons avec les mêmes principes. Alors je suis ravie d'avoir entendu cette présentation parce que ça me permet d'ailleurs j'avais prévu de leur envoyer un courrier électronique, mais de leur dire, mais écoutez, cette expérience vous l'avez déjà fait. Et je ne pense pas qu'ils étaient de mauvaise foi, c'est qu'ils ne voient pas. Et donc, quand on entre dans cet univers d'une évaluation revisitée, innovée, avec des nouveaux enjeux, des nouvelles perspectives philosophiques, il faut faire attention que tout le monde soit là. Ce n'est pas simplement les collègues, mais en premier lieu, il faut que les étudiants aient compris nos intentions qui sont positives et qui puissent entrer dans ce monde de possibilités d'une évaluation renouvelée. Parce qu'ils disent sans arrêt, oui, mais de toute façon, il y a le concours machin, il y a le concours truc, etc. Donc, c'est probablement un défi extraordinaire que nous avons devant nous, c'est de faire ce voyage aussi aux étudiants. Si les étudiants ne sont pas là, tout cet édifice va tomber. Mais je suis convaincue, entre-temps, les questions sont arrivées. Et donc, je suis sûre qu'il y a des questions là-dessus, parce que c'est vrai que quand on réfléchit à l'évaluation, on a tendance un peu à oublier les étudiants. Donc, l'exercice consiste de ma main pas du tout innocente. Je sors une question, je la lis, et on voit qui c'est qui a envie d'y répondre. Donc, je lis la question, c'est « Finalement, le mythe du changement de l'évaluation est-il vrai ? Plus exactement, est-ce que les changements d'évaluation impliquent effectivement changement de paradigme, levier de développement de la pédagogie, un cheval de Troie ?» Donc, qui d'entre vous... J'ai oublié votre prénom. Eric. Je vais répondre par rapport à l'expérience que j'ai montrée de Tamagotchi. Oui. Ce n'était pas gagné à l'avance de faire jouer des agrégatifs au Tamagotchi, comme vous pouvez l'imaginer. Et j'avais notamment un détracteur qui était un collègue de la direction des études, qui me disait, c'est un philosophe, il me dit, pour moi, enseigner, c'est d'abord donner les bases théoriques et ensuite, éventuellement, les appliquer sur des contextes de lecture ou d'autres situations particulières. Et donc, pour lui, ça ne lui allait pas du tout de voir qu'il y avait la possibilité de se trouver dans un dispositif de type Tamagotchi où on se trouvait à la fois en situation d'apprendre et à la fois en situation d'appliquer et à la fois en situation d'être évalué. Et la dernière réunion qu'on a eue, au vu des résultats, au vu des retours des étudiants, il m'a dit, finalement, on a réussi à mettre en place une formation qui a une très, très grande efficacité sur un temps très grande efficacité sur un temps très, très court, avec des moyens qui étaient tout à fait limités. Donc,
cette personne qui, a priori, n'était pas dans une institution qui était portée au changement, qui n'était pas lui-même, qui n'avait pas vocation à changer. Enfin, je veux dire, là, ça se passe relativement bien, la formation des étudiants à l'UNES, a finalement accepté de revoir en profondeur la manière dont il conçoit ce que peut être l'apprentissage et ce que peut être l'évaluation. Je ne dis pas qu'il l'a changé lui-même dans ses propres pratiques, mais en tout cas, il a au moins peut-être dépassé, on parlait tout à l'heure de blocage, le terme était blocage, moi j'appelle ça un obstacle épistémologique, oui. Mais l'idée c'est les blocages que l'on peut avoir effectivement pour changer. Il me semble qu'il est dans une situation où il peut envisager d'autres perspectives pour former et évaluer, et à partir de là, ça commence à me sembler vraiment très intéressant. Donc vous avez des observations selon lesquelles ça permet à certaines personnes de se mettre en chemin, se mettre en route. Tout à fait, oui. À partir du moment où ils ont été plongés dans une expérience qui a été évaluée, dont on peut mesurer les effets. On peut demander aux deux autres intervenants, qu'est-ce que vous avez observé? Rémi Bacher va faire dans l'ordre. Alors, est-ce qu'on peut changer quelque chose en changeant l'évaluation? Moi, je pense qu'évidemment, soit dit en passant, une autre manière de changer les choses dans nos institutions, ce n'est pas forcément de changer les profs, mais c'est de faire changer les étudiants. C'est beaucoup plus facile, parce qu'en fait, les étudiants, nous, on peut changer les règles du jeu, et eux, comme à chaque fois il y a une nouvelle promotion, ils arrivent, ils trouvent les nouvelles règles du jeu, ils s'y adaptent, et par ricochet, en fait, on va changer un peu, on va dire, la culture de fonctionnement de notre établissement. Alors, sinon, sur l'évaluation par les pairs, c'est un vaste débat, parce qu'on est bien dans cette situation où finalement on prescrit l'évaluation par les pairs en disant, bon, cette évaluation par les pairs, elle fait partie du parcours. Et donc, si vous voulez suivre ce parcours, il faut accepter ces règles du jeu. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une question très importante, qui est déjà la question de la légitimité. C'est, finalement, je suis évalué par des autres, est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'ils ont le droit? Ou moi, étudiant, est-ce que j'ai le droit d'évaluer les autres? Donc ça, c'est une première barrière. Alors vous avez vu, on peut avoir une réponse statistique en disant finalement, ça marche très bien. Mais même dans cette réponse statistique, un des problèmes que l'on va avoir, c'est qu'on va donc avoir 4 feedbacks sur un devoir que l'on a rendu. Et sur ces 4 feedbacks, les 4 feedbacks, parmi eux, va forcément y avoir un feedback où la personne va se dire, mais c'est n'importe quoi. Je suis surnoté ou je suis sous-noté. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il va falloir accepter que finalement, dans ces multiples évaluations qu'on a, ces évaluations ne soient pas concordantes. Et donc on sort complètement du mythe où on a un livrable qui vaut quelque chose. En fait, on a des avis. Et ces avis ne sont pas forcément convergents. D'accord. Donc votre expérience, c'est que ça secoue un peu le cocotier, en quelque sorte. Clairement, oui. Clairement. Mais alors, la question que je me posais aussi par rapport à vos étudiants à Strasbourg, c'est finalement, est-ce que ça a changé quelque chose pour eux? Et là, c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir. Ma réponse, c'est est-ce que on observe quelque chose qui nous interroge, mais en fait, comment observer leur changement? Parce que probablement, ils sont en changement. Mais si je prends cette situation-là, c'était quand même un peu surprenant qu'ils me disent ça, mais ils sont précisément peut-être en train d'apprendre. Donc, de ne pas s'arrêter sur quelque chose, un épiphénomène, finalement. Oui. En tout cas, il faut aller y voir. Ça va être il faut aller voir, et ça vaut la peine d'aller le voir, et je suis ravie d'avoir l'opportunité de creuser avec eux ça. Monsieur Gonzalez, qu'est-ce que votre expérience? J'allais dire, le temps n'est pas si éloigné que ça, où dans un jury, un enseignant nous expliquait qu'il ne pouvait pas le valider parce qu'il ne maîtrisait pas ses connaissances liées à son cours de maths, même si on était sur une licence ou un DUT fort éloigné des compétences en mathématiques. Donc oui, on a changé de paradigme. Aujourd'hui, on voit, alors là c'est plus l'expérience sur l'université Pierre et Marie Curie, que les jurys enseignants-chercheurs, évidemment en relation avec les professionnels qui ont été confrontés à la difficulté d'évaluer le parcours d'un candidat, sont aperçus qu'un des espérantos, c'était l'approche compétence, et on voit que dans la façon dont ils décrivent les formations en cas de renouvellement, cette approche-là commence à être intégrée. Elle est naturellement intégrée pour cela. Elle l'est moins, j'allais dire, peut-être pour des enseignants-chercheurs qui ne sont pas confrontés à ces parcours riches liés à une candidature VAE. Merci. J'espère que la personne qui a posé la question se sent nourrie dans les réponses. Je vais en tirer une autre. Alors,
La fiabilité n'existe pas. Même avec une grille d'évaluation, l'évaluation varie dans le temps chez un même évaluateur, d'un évaluateur à l'autre, même en sciences. Donc, c'est une observation. Et après, il y a un deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de concours d'entrée à l'université en France. Par conséquent, le public est très hétérogène. Les critères réalisés peuvent-ils suffire si le produit de départ est très faible? Donc, est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir, vous qui êtes dans les MOOC? Sur l'hétérogénéité, effectivement, vous savez, quand on fait cours en amphi, on se demande toujours si on doit faire cours à l'étudiant qui nous écoute et nous regarde fixement avec intérêt ou à celui qui dort en haut. Imaginez ce que ça peut donner dans un MOOC où finalement on a des étudiants de pays différents. Il y a beaucoup de personnes qui sont des professionnels. Il y a des étudiants qui font le MOOC parce qu'ils sont forcés, parce que leur prof leur a dit de faire le MOOC. Il y a des gens qui viennent librement. Il y en a qui viennent pour réussir des badges ou des examens. Il y en a qui viennent simplement par curiosité. Et donc cette hétérogénéité, elle est extrême. Et donc du coup, ça pose des questions très intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Dire que cette hétérogénéité est une richesse. Et donc ça va être l'occasion de rencontrer des gens, à des étudiants de rencontrer des professionnels, à des professionnels d'avoir d'autres avis sur ce qu'ils font, mais ce n'est pas du tout évident. Donc c'est cette question de ce qu'on appelle, qu'on s'appelle déjà l'hétérogénéité, des questions de différenciation pédagogique, où il faut qu'on s'adapte à un public différent. Si vous permettez, j'ai réussi à déchiffrer le mot qui manquait, qui redonne tout sa sens à la question, c'est les critères de progrès réalisés peuvent-ils suffire si le point de départ est très faible. Et donc ça introduit effectivement le problème de l'équité, parce que dans des systèmes où des gens dont le delta de progression est faible parce qu'ils rentrent avec un excellent niveau, sont moins récompensés que des gens dont les progrès sont extrêmement importants parce qu'ils rentrent avec peut-être des lacunes et qui tirent profit de l'université. Alors ça existe, cette manière de noter ou de basé sur le progrès réalisé existe, mais dans des environnements quand même bien précis et où on va essayer de réduire le taux d'hétérogénéité ou alors d'introduire une pédagogie différenciée qui a des coûts phénoménaux parce qu'il faut ensuite pouvoir tracer le parcours de chacun. Mais il y a des endroits, et il y a des endroits en France où on le fait. Ça, je le sais. Monsieur je voulais Sanchez. réagir à la question de la différenciation pédagogique, qui me semble effectivement quelque chose qui est très important dans un système où on a une massification de l'enseignement et une diversité des étudiants. Alors je voudrais dire que je ne suis pas un vendeur de jeux, donc ce que j'avance ici n'est pas pour promouvoir le jeu. Enfin, je pense en tout cas qu'il est important de considérer qu'il existe différents types de pédagogie et que pour chaque étudiant, il y a des pédagogies qui sont adaptées, certaines qui ne le sont pas. Moi, en général, j'ai à peu près 20% d'étudiants dans mes dispositifs qui ne sont pas très sensibles à l'idée d'apprendre en jouant. Et je voudrais dire quand même que les jeux sont des systèmes auto-adaptatifs de ce point de vue-là. C'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que, en général, quel que soit le jeu, j'exagère un petit peu, mais on va dire n'importe qui peut jouer à tous les jeux. Et c'est un peu vrai pour les jeux qui sont bien faits, pour les jeux sérieux qui sont destinés à l'apprentissage. S'ils sont bien faits, on va pouvoir rentrer peut-être avec un niveau d'entrée qui va être plus ou moins important, et le jeu, d'une certaine manière, va s'adapter aux joueurs en proposant des niveaux à réaliser qui vont dépendre de l'étudiant. Et du coup, on va pouvoir avoir un système auto-adaptatif qui va gérer l'apprentissage de manière un peu automatique, dans la mesure où il permet à l'étudiant d'aller à son rythme et d'aller en fonction des défis qu'il veut réaliser ou qu'il ne veut pas réaliser. C'est le cas des jeux qui sont bien faits. En tout cas, on a des travaux actuellement qui montrent ça et qui permettent, qui montrent qu'à partir de l'analyse justement des traces, le dispositif s'adapte à l'étudiant. Monsieur Gonzalez, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Bon, je ne peux pas m'empêcher d'ajouter la pédagogie différenciée. Je crois un des enjeux, c'est de reconnaître que les stratégies d'apprentissage sont variables. Il y en a, en fait, on identifie 8 formes d'intelligence. Et c'est vrai que nos systèmes
Notamment, les universités vont privilégier 2 formes d'intelligence qui sont verbales et mathématiques logiques. Et l'avantage de multiplier les pratiques et les environnements d'apprentissage, c'est que ça permet de s'adresser à d'autres formes de raisonnement, d'autres modes opératoires, si vous pensez au schéma que j'ai donné, et donc de nourrir ce qui va stimuler l'apprentissage chez les étudiants. Moi, les jeux, je regarde ça, c'est un truc, ça fonctionne juste pas. Mais moi, je le sais. Et je crois que l'intérêt, c'est que nos étudiants soient exposés à différents styles, différentes manières d'apprendre pour qu'ils puissent découvrir ce qui marche pour eux et comment ils peuvent se soutenir. Et c'est pour moi ce sens du apprendre à apprendre pour devenir des apprenants autodirigés, autonomes tout au long de la vie. Et donc la multiplication de ces expériences montre qu'effectivement différents contextes conviennent ou ne conviennent pas aux étudiants. Et ça, c'est un mythe de croire qu'il y a une seule méthode qui va satisfaire tout le monde. Je crois que les écoles normales ont longtemps couru derrière ce mythe-là et la réalité montre que c'est un peu plus complexe. Bien, là-dessus, je joue encore ma main pas innocente. J'espère que j'arriverai à déchiffrer. Oh là là. Oh. Alors, la notation normative présente des faiblesses assez claires. La notation critériée paraît plus objective, mais la différence avec la mesure ne me saute pas aux yeux. Quelle est-elle? Rémi, est-ce que vous voulez répondre? Parce que vous avez des belles illustrations de ça. Alors, au niveau de l'évaluation, c'est compliqué en fait de bien répondre. En réalité, vous doutez qu'on va avoir Alors là déjà, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on utilise plusieurs systèmes d'évaluation. Je n'ai pas été dans le détail, mais dans le MOOC, en fait, il y a 3 parcours. Il y a un parcours qu'on appelle le parcours classique, qui est essentiellement basé sur des vidéos, des réseaux sociaux et des quiz, donc qui va s'évaluer, on va dire, de manière très automatique et très objective. Et donc, dans ce cas-là, j'allais dire, le problème est un problème général et bien connu. Dans le parcours avancé, on se dit qu'on va vouloir enrichir l'évaluation, donc on va faire de l'évaluation par les pairs. Et donc là, on en a bien parlé. Et puis, il y a un 3e type de situation qui va à nouveau réinterroger l'évaluation, c'est le parcours par équipe. Donc là, on va avoir des équipes qui vont travailler sur de vrais projets, ils vont formuler leurs projets. On va fonctionner en fait avec ce que l'on appelle des documents qui sont partagés, du groupware, et on va demander aux apprenants de commenter les documents, les dossiers de montage, les dossiers de cadrage des autres équipes. Donc vous voyez que ça fait beaucoup d'approches de l'évaluation, et qu'à chaque fois, les questions qui se posent sont différentes. Disons, je vais aller plus précise, c'est beaucoup de récolte de données. Et dans mon domaine, on appelle ça la triangulation des données. En psychologie, en psychopédagogie, on dit un phénomène aussi complexe que l'évaluation des apprentissages ne peut pas reposer sur une seule donnée, une seule mesure. Et donc, ce qui est intéressant dans votre exemple, c'est effectivement, on nourrit une base de données qu'on peut, en plus il y a beaucoup de données, donc ça permet de construire des informations qui sont valides, qui sont croisées, on fait des tests, etc. Ça, c'est l'art de la docimologie. Donc j'entends bien que cette idée de en quoi la mesure, une mesure répétée par des sources d'informations différentes va réduire la part de subjectivité, je comprends. Pour moi, c'est mon cœur de métier comme psychologue expérimental, donc pour moi c'est une évidence. Je comprends que c'est difficile à entendre et d'autant plus compliqué de se dire mais comment je vais faire parce que c'est vrai que c'est des gros dispositifs pour pouvoir penser cette multiplicité des données qu'on va collecter. Et c'est peut-être un des mises en tension que nous sentons quand on passe d'être enseignant-chercheur à enseignant-évaluateur, c'est qu'on a l'impression que les principes qui guident notre recherche, on a plus de difficultés à les appliquer quand il s'agit d'évaluer les apprentissages.
Et puis après, il y a des traditions, il y a une institutionnalisation dont on a eu, les explications autour de la VAE montrent bien que tout cela se déroule dans un contexte institutionnalisé avec des appuis, des décrets, ce qui peut engendrer d'autres complexités. Bien, on va encore prendre 2 voire 3 questions. Allez, les choses se collent, donc voilà. Alors, la VAE, quels outils utilisez-vous pour évaluer? Donc, c'est une question qui s'adresse à Monsieur Gonzalez. Alors, on a, premier point, je reviens juste quelques secondes sur ce qui a été dit. C'est vrai qu'on a un ensemble de ressources qui nous sont proposées, qui concerne évidemment le parcours du candidat, mais aussi son profil de poste, les référentiels métiers, et ça peut être très complexe. Il s'agit quelquefois de se replonger dans un parcours qui a quelques années, et qu'il faut qu'on comprenne quelle était sa posture, quelles compétences il a pu mobiliser, les responsabilités qu'il exerçait. Donc, un peu comme en gestion des ressources humaines, on essaye d'avoir le maximum d'informations pour pouvoir juger avec pertinence de sa demande. Après, on va aussi, ça c'est le réflexe des enseignants-chercheurs, on va avoir une expertise de la demande qui sera proposée à la fois par souvent le responsable du diplôme auquel postule le candidat, et de la même manière par un référent professionnel qui interviendra ensuite dans le jury pour expliquer évidemment et présenter son évaluation. Cette évaluation, elle est souvent située à 3 niveaux. Le premier point qui concerne ce qui paraît validable en termes de compétences sans trop plus s'interroger, c'est-à-dire qu'on a tout ce qui nous permet de dire effectivement la compétence est bien présente, elle est avérée, c'est au bon niveau. De compétences par contre qu'on n'observe pas dans le parcours du candidat. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas nécessairement l'interroger sur cette situation-là, mais disons que les premières questions vont démontrer si c'est une lacune liée à la construction de son dossier ou si c'est quelque chose qui est plus profond, c'est-à-dire un manque réel, ce qui permettra ensuite d'aller vers la prescription pour avoir à terme une validation totale. Et puis c'est le noyau médian qui est les compétences qui, elles, paraissent soit insuffisamment présentées ou décrites. En tout cas, la preuve nous semble faire défaut. Et à ce moment-là, évidemment, le jury va construire sa stratégie d'interrogation. Donc c'est un travail préalable qui va essayer d'insister sur un certain nombre de points pour à chaque fois, là ça fait depuis 12 ans, c'est toujours positif, c'est toujours pour essayer de valider réellement les compétences du candidat, de pouvoir aussi compenser entre des compétences lorsque c'est nécessaire, puisqu'encore une fois, par rapport au secondaire, on peut compenser et considérer qu'une compétence forte, avérée, liée au métier, va prendre le relais d'une autre compétence qui apparaît un petit peu moins évaluable au même niveau. Pour faire ce travail-là, on a des grilles qui vont rapprocher le référentiel du diplôme, et donc c'est une vraie question, le référentiel du diplôme. La façon dont on décrit le diplôme est une vraie question, c'est un élément central dans la réussite de l'apprentissage et de la formation tout au long de la vie, pas que de la VAE, du référentiel métier. Et c'est ce travail-là qui est préparé par l'accompagnateur, encore une fois, nous, enseignants, lorsque on monte un master, en fait, on pense à un ensemble de métiers que nos étudiants peuvent exercer dans un parcours de vie professionnelle qui aujourd'hui dure plus de 40 ans. Quand on a un candidat, généralement, il a exercé un métier. Donc, ça reste très partiel si on s'arrête au référentiel du diplôme lui-même. Donc, il y a un vrai travail d'ingénierie pour considérer que c'est bien un des métiers préparatoires préparés par le master. Et ces grilles, eh bien, elles sont à chaque fois individualisées, on les enrichit pratiquement à chaque jury. Elles dépendent aussi des universités. C'est pour ça que j'ai eu un peu de mal, j'en ai mis 2, mais j'ai eu un peu de mal à les présenter. Elles sont quelquefois territoriales, c'est-à-dire elles sont quelquefois régionales, portées à la fois par le secondaire, le supérieur et le CNAM,
où on essaie effectivement d'avoir ces outils de rapprochement de ces deux référentiels pour ensuite, et c'est la stratégie d'interrogation qui est la vraie valeur ajoutée, la façon dont on va interroger pour apporter une vision plus précise des compétences maîtrisées par le candidat dans le cadre de ses parcours professionnels, car quelquefois, ce n'est pas un seul et même parcours, mais une multitude de parcours. Et je crains qu'avec les difficultés économiques qu'on rencontre, ce ne soit permanent. Donc il y a un vrai travail d'outillage, je le dis parce que ça manque, d'outillage des jurys. Okay. Je me permets de souligner cela parce qu'on vient à Strasbourg, on travaille avec la cellule de validation des acquis d'expérience de l'Université de Strasbourg. Je pense que au départ, il y a une notion qui est celle de compétence et la question, c'est de construire des outils autour de cette notion de compétence et d'explicitation. Et ça, je fais un lien avec le travail qui a été mentionné par Jacques Tardif, parce que c'est exactement ce qu'il fait. C'est un travail de formalisation et d'explicitation de compétences. Je rajouterai une petite bémol, parce que dans le monde de la psychopédagogie, il y a un énorme débat pour savoir si les compétences existent ou n'existent pas. Donc la réponse, c'est qu'une compétence n'a pas de statut ontologique. C'est une construction, c'est un outil de pensée, de construction sociale. Et d'où la difficulté de s'entendre. Mais il y a des gens qui pensent que les compétences existent pour elles-mêmes, ce qui est relativement limitant comme mode d'analyse de la réalité complexe. Et c'est vrai qu'il y a un travail de transposition, de translation entre ces fameux référentiels de compétences, de matrices de compétences. En fait, il y a un jargon qui peut dissuader plus d'une personne quand il se lance dans l'opération. Mais je pense que c'est la notion de compétence qui est au cœur de toutes ces démarches-là, d'où l'importance d'y accorder énormément d'attention et d'être capable d'expliciter collectivement quelles sont ces compétences. Bien, alors je vais encore je vais demander à Florence, parce que je n'ai pas une main innocente, ça me permet de la saluer au passage. Bonjour. Ok. Et puis ce que j'aimerais, c'est une question où finalement tout le monde pourrait répondre. Alors l'évaluation par les pairs dans les MOOC, comment la carte conceptuelle a-t-elle été évaluée? Qu'est-il attendu? Et des exemples de critères. C'est pour vous. Oui, alors c'est pas du tout évident d'évaluer une carte conceptuelle. Donc je vous l'avais dit, évaluer un Gantt, c'est simple parce qu'on a un seul Gantt à l'arrivée, donc tout le monde doit avoir le même. Évaluer une étude d'investissement, bon, ça se discute un peu parce qu'il n'y a pas que des chiffres, vous avez vu, il y a aussi des diapos. Évaluer un plan d'action, à la limite, on peut dire que les priorités doivent bien être les mêmes quand on a suivi les minutes de la réunion, mais évaluer une carte conceptuelle, on est bien embêté. Donc du coup, comment fait-on pour accompagner cette évaluation? Alors, on ne peut pas être normatif, on ne peut pas dire le résultat c'est ça, c'est pas possible. Alors, que peut-on faire? On peut enregistrer une vidéo pour expliquer finalement, qui s'appelle « Évaluer une carte conceptuelle », donc qui explique qu'il y a des critères de fond, il y a des critères de forme, il y a les connexions entre les concepts, et donc essayer de donner quelques éléments objectifs de ce que c'est qu'une bonne carte, avec une question de départ, avec une certaine richesse. On peut aussi donner des exemples de cartes riches ou de cartes pauvres, avec une sorte de calibrage. Donc il y a un système de calibrage qui est assez intéressant dans certains cas, où on donne des copies corrigées de manière canonique, et puis l'apprenant s'entraîne jusqu'à ce qu'il retrouve la note de l'enseignant. Alors ça, on ne le fait pas, mais c'est une piste intéressante. Mais ce qui est sûr, c'est que vous imaginez que déjà, avec des choses objectives, on va avoir des évaluations différentes sur un même livrable, mais avec des choses plus subjectives comme une carte conceptuelle, c'est vraiment un défi. Alors un défi qui est passionnant, mais ça reste une véritable problématique. C'est comment fait-on pour juger des choses qui sont comme ça. Mais d'une certaine manière, on pourrait dire à l'inverse qu'une carte conceptuelle, ça se juge parfois d'un coup d'œil. Moi, je trouve que ça va très vite à corriger parce qu'on voit assez bien finalement l'aspect, les connexions, etc. par rapport à 4 pages qu'il faudrait lire. Donc tout ça, ça se discute. Ok, je vais quand même encore prendre une question. On va changer de main innocente. Hop. J'ai failli m'étaler. Ah, super. Donc, l'innovation de l'évaluation ne suppose-t-elle pas une nécessaire révolution des approches de l'enseignement des savoirs à l'université et à l'enseignement d'une pédagogie dédiée?
va-t-on enfin voir la fin de la toute-puissante brochure? Donc apparemment, on fait allusion à un instrument que je l'ignore. En quoi la transformation de l'évaluation transforme les pratiques des étudiants, en fait, enfin, j'ai pas entendu de réponse vraiment à cette question dans ce qu'on a dit ce matin. En fait, mais de quelle pratique étudiant parlez-vous? Je ne sais pas, le travail de l'étudiant, en quoi il est transformé en profondeur par le changement de l'évaluation. Je pense qu'il est transformé en profondeur, mais j'aurais aimé avoir des contenus... oui, mais c'est justement une des difficultés, parce que moi, j'entends... Rémi Bachelet vous a donné une indication, mais c'est ça qui est difficile, c'est qu'on est tellement pris dans une vision, dans des systèmes de croyances, qu'on a beaucoup, beaucoup de peine à entendre et à ingérer des informations différentes. Parce qu'en fait, Rémi a très bien répondu à cette question. Et c'est pour ça qu'il sautille, parce que... oui, non, mais... en plus, il a plein de... Moi, ce qui me vient à l'idée, c'est la question. Alors, vous connaissez tous la pyramide de Bloom. Hein. L'idée de dire, c'est que les apprentissages, il y a des apprentissages basiques qui consistent à comprendre le cours et en quelque sorte le mémoriser, des apprentissages un peu plus avancés qui consistent à produire des choses, des apprentissages très sophistiqués qui conduisent à être capable de donner des appréciations sur ce que font les autres, par exemple. Et donc, quand on fait de l'évaluation par les pairs, on prétend, rien de moins que ça, hein, on prétend acquérir des compétences de haut niveau. Okay, alors, est-ce que ça fonctionne ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est déjà intéressant de dire qu'on le fait. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il y a une chose aussi intéressante, c'est qu'une des grandes interrogations qu'on a, c'est quelle est la quantité de temps que passent les gens sur le MOOC, sur quelle partie? Alors, j'étais en train de regarder tout à l'heure sur l'annuaire, on a un suivi chronologique, et donc on voit, il y en a qui passent 50 heures, d'autres 90 heures, d'ailleurs pour un ECTS, c'est spectaculaire. Mais alors, une question qu'on a posée dans notre questionnaire recherche de fin de parcours et qui est très intéressante, c'est combien de temps avez-vous passé sur l'évaluation par les pairs? Et donc, la réponse que j'aurais tendance à apporter, c'est que les choses sont toujours plus compliquées que ce qu'on croit. Hein, parce que quand on prescrit aux étudiants de faire de l'évaluation, ils ne vont pas forcément y aller avec le sourire et l'envie d'acquérir des compétences de haut niveau de la taxonomie de Bloom. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils y passent du temps. Et ça, c'est très clair, c'est qu'on voit que dans l'apprentissage, il y a un temps qui est consacré à l'évaluation qui n'existait pas et qui maintenant existe. Donc ça, pour l'étudiant, c'est un changement. C'est-à-dire lui dire que dans sa semaine, il va passer par exemple 2-3 heures à regarder les travaux des autres et à émettre un avis dessus. Clairement, avant même d'aller sur la nature de ce qui s'est fait, on sait que sur la quantité de temps, il y a du temps qui est passé là-dessus. C'est un changement. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, nos étudiants, en particulier ceux qui sont en formation initiale, ils ont des grandes capacités d'adaptation. Et c'est ça qui est efficace. Et c'est ce qui fait qu'ils sont à l'université, même s'ils ne sont peut-être pas là où ils avaient rêvé d'être et qu'ils se retrouvent ailleurs. Et donc, ils ont une plasticité neuronale qui est la même aussi pour nous, mais ils ont une capacité de s'adapter. Et beaucoup d'enseignants me disent qu'ils sont formatés. Ce n'est pas par hasard qu'on utilise ce mot. Donc eux, leur stratégie consiste à regarder qu'est-ce qu'ils doivent faire pour satisfaire les besoins de l'enseignant. Et donc, quelle est la stratégie efficace en termes de coût énergétique? Donc, l'idée du plaisir, des apprentissages profonds, durables, etc., très honnêtement, il y a peu d'étudiants qui sont là-dedans. Ou les quelques-uns qui le sont représentent à peu près 3 à 5% de la population des étudiants. Donc ça, il faut être réaliste. Chacun est là avec des stratégies de gain et d'avancement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comment ils vont pouvoir interpréter le cadre d'évaluation que nous avons et comment ils vont pouvoir s'aligner sur le fait que nos intentions pédagogiques sont positives. Parce que la plupart des étudiants, enfin moi, quand j'ai commencé à enseigner en France, je leur disais, écoutez, je suis suisse, je suis simple, je suis lente. Quand je demande quelque chose, j'attends ça. Puis on me disait, mais madame, en France, on passe notre temps à comprendre quel est le jeu qui est... Enfin, donc il y a des croyances aussi là
que ce qui est déclaré n'est pas la réalité. Et donc, au fond, on va beaucoup plus travailler sur les stratégies de survie des étudiants dans un environnement qu'ils perçoivent comme menaçant, sélectif et rude. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment des histoires de valeurs. Et donc, on voit dans beaucoup d'innovations pédagogiques, et Jacques Tardif peut vous en parler, et Marcel Lebrun, on déploie des choses et on a en face de nous des étudiants qui, en quelque sorte, sont dans un autre jeu. Et ça, c'est la grande difficulté, c'est de faire en sorte qu'on joue tous collectivement le même jeu avec les mêmes valeurs et les mêmes intentions. Et donc, je crois que c'est pour ça que moi, je parle de changement culturel. Ce n'est pas juste ajuster une stratégie d'apprentissage, une stratégie pédagogique, c'est vraiment être ensemble. De cesser de dire c'est nous et c'est eux, c'est nous sommes ensemble, en train de travailler au bien de la société, de la collectivité, au bien-être des uns et des autres. Et donc c'est pour ça que c'est un changement culturel, plus qu'un changement technique.